Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours par Howard Zinn. Le chapitre 19, Surprise. Nous votons. Mais qu'est-ce que cela change ? S'interrogeait Helen Keller en 1911. À peu près à la même époque, Emma Goldman affirmait que le suffrage universel était un fétiche moderne. Et en effet, si les femmes votèrent au même titre que les hommes après 1920, elles conservèrent peu ou prou leur statut social subalterne. Peu de temps après que les femmes eurent obtenu le droit de vote, on put juger de la véritable ampleur de cette avancée sociale à la simple lecture d'un article de Dorothy Dix publié dans plusieurs journaux du pays. La femme ne doit pas se contenter de s'occuper du foyer familial, assurait-elle. L'épouse d'un homme est la vitrine grâce à laquelle il expose sa réussite sociale. Les affaires les plus importantes se concluent bien souvent au cours des repas. Nous invitons à dîner les gens qui peuvent nous faire progresser dans la société. L'épouse, qui sait cultiver un cercle de relations utiles, qui fréquente les clubs, qui sait être intéressante et se rendre agréable, est un atout majeur pour son mari. Au cours de leur enquête sur la ville de Muncie, Indiana, à la fin des années 1920, Robert et Helen Lind notaient que le jugement porté sur une femme dépendait principalement de son comportement et de ses vêtements. Ils remarquaient également que les hommes, lorsqu'ils parlaient franchement des femmes, avaient tendance à les juger plus pures et moralement supérieures aux hommes, mais malgré tout relativement dépourvus d'esprit pratique, émotifs, instables, enclines aux préjugés, facilement choquables et parfaitement incapables d'affronter la réalité ou de mener une réflexion approfondie. Au début des années 1930, un écrivain inventait l'industrie des produits de beauté en commençant ainsi son article. L'américaine moyenne possède 1,5 mètre carré de peau. Puis il évoquait les 40 000 instituts de beauté américains et les 2 milliards de chiffres d'affaires annuels de l'industrie du cosmétique. Tout cela lui semblait fort insuffisant. Pourtant, les Américaines ne dépensent pas ne serait-ce que le 1/5 de l'argent nécessaire à parfaire leur apparence. Il énumérait ensuite les produits annuellement indispensables à la beauté de toute femme. 12 massages à l'huile chaude, 52 masques faciaux, 26 épilations de sourcils, etc. En fait, les femmes s'étaient montrées capables d'échapper au carcan de la femme au foyer, de la mère, de l'épouse, de l'idéal féminin et de l'isolement chaque fois que leur participation avait été absolument nécessaire, que ce soit dans l'industrie de guerre ou dans les mouvements sociaux. Dès que leur aide n'était plus indispensable, les hommes tentaient à nouveau de réenfermer ces femmes que l'on avait pourtant quasiment arrachées à leur prison, en liberté conditionnelle en quelque sorte. C'est cela que le mouvement féministe entendait bien changer. La Seconde Guerre mondiale augmenta la part du travail des femmes dans les proportions jamais atteintes auparavant. En 1960, 36% des femmes de plus de 16 ans, 23 millions, étaient salariées. Mais parmi les 43% de femmes ayant un emploi et des enfants, 2% seulement bénéficiaient de places dans les crèches. Les autres devaient se débrouiller par leurs propres moyens. D'autre part, si les femmes représentaient 50% de l'électorat, elles n'occupaient, même en 1967, que 4% des sièges dans les assemblées législatives et 2% des postes de juges. Le salaire moyen de la femme équivalait à 1/3 seulement de celui de l'homme. Dans l'ensemble, le statut social des femmes ne semblait pas avoir beaucoup évolué depuis les années 1920. En 1964, la sociologue et féministe Alice Rossi écrivait « S'il n'y a pas d'antiféminisme déclaré dans notre société, ce n'est certes pas parce que l'égalité des sexes y est acquise, mais parce qu'il n'y a quasiment plus la moindre étincelle de féminisme chez les Américaines. » C'est au sein du mouvement pour les droits civiques des années 1960 que l'on peut trouver les premiers indices de l'émergence d'une conscience collective féminine. Comme toujours dans les mouvements sociaux, les femmes se trouvaient en première ligne, mais comme simples soldats, jamais comme généraux. Au bureau du Student Nonviolent Coordinating Committee d'Atlanta, entre parenthèses SNCC, Ruby Doris Smith, une étudiante du Spelman College qui avait été emprisonnée durant les occupations de locaux, s'éleva contre la manière dont les femmes étaient systématiquement réduites aux travaux de secrétariat. Sandra Hayden et Mary King, également du SNCC, en firent autant. Les dirigeants masculins du SNCC les écoutèrent attentivement, étudièrent l'exposé de leurs revendications et les documents réunis pour les étayer, mais rien ne changea réellement. Ella Baker, forte personnalité de Harlem qui militait alors dans le Sud, admettait savoir ce qui l'attendait.
Je savais dès le départ qu'en tant que femme, et même vieille femme, au sein d'un groupe de religieux habitués à ce que les femmes les servent avec vénération, il n'était pas question que j'occupe un rôle de premier plan. Certaines femmes avaient pourtant joué un rôle crucial et pris des risques au cours des premières années de militantisme dans le Sud, et elles étaient considérées avec respect et admiration. La plupart d'entre elles étaient assez âgées, telle Ella Baker justement, Amelia Boynton de Selma, Alabama, ou Mama Dolly d'Albany, Géorgie. D'autres, plus jeunes, Gloria Richardson dans le Maryland, Annelle Ponder dans le Mississippi, n'étaient pas seulement des militantes mais également des meneuses. Des femmes de tous âges manifestaient et étaient emprisonnées. Fannie Lou Hamer, fermière à Ruleville, Mississippi, devint célèbre pour ses talents d'activiste et d'oratrice. Elle chantait des hymnes, manifestait de sa démarche claudicante, elle avait eu la polio étant enfant, et galvanisait les foules. « J'en ai marre d'en avoir marre », disait-elle souvent. À peu près à la même époque, certaines femmes de la petite bourgeoisie blanche commencèrent à prendre la parole. Betty Friedan écrivit un livre prophétique inspiré et inspirant, The Feminine Mystic. Quel était ce malaise indicible? Quels mots utilisait-elle lorsqu'elle essayait de l'exprimer? Parfois une femme disait « Il m'arrive de me sentir vide, incomplète », ou bien encore « J'ai l'impression de ne pas exister ». D'autres fois, un sentiment de fatigue. Je suis si en colère après mes enfants que cela me fait peur. Je pleure sans raison. Si Friedan ne parlait apparemment que de son expérience de ménagère de la petite bourgeoisie blanche, ce qu'elle exprimait concernait toutes les femmes. Le problème restait enfoui, inexprimé dans l'esprit des Américaines. En ce milieu du XXe siècle, les femmes américaines avaient un étrange sentiment d'insatisfaction, d'attente. Dans les banlieues, chaque femme luttait seule contre ce sentiment. Quand elle faisait les lits, les courses, quand elle mettait les housses sur les meubles, quand elle préparait des sandwichs au beurre de cacahuètes pour ses enfants, quand elle était étendue aux côtés de son mari, elle s'effrayait de se poser à elle-même cette question. Est-ce là tout? Mais un matin d'avril 1959, dans une maison de banlieue à une vingtaine de kilomètres de New York, j'ai entendu évoquer sur un ton de profond désespoir le problème par une mère de 4 enfants qui prenait le café avec 4 autres mères. Immédiatement, sans l'exprimer, ces femmes comprirent qu'elle ne parlait pas d'un problème avec son mari, ses enfants ou son ménage. Elles prirent soudainement conscience qu'elles avaient toutes ce même problème, ce malaise indicible. Elles commencèrent à en parler prudemment. Plus tard, après avoir été chercher leurs enfants à la crèche pour la sieste, 2 de ces femmes s'effondrèrent en larmes, soulagées de savoir qu'elles n'étaient plus seules. Cette mystique féminine dont parlait Friedan s'appuyait sur cet idéal de la femme comme mère et épouse, ne vivant que par son mari et par ses enfants, et sacrifiant ses propres aspirations. Friedan en concluait que l'unique façon pour une femme, comme pour un homme d'ailleurs, de se retrouver, de se connaître elle-même en tant qu'individu, était de se réaliser dans un travail créatif qui lui soit propre. Durant l'été de 1964, à McComb, Mississippi, dans la Freedom House, local des droits civiques où les gens travaillaient et vivaient en communauté, les femmes se mirent en grève contre les hommes qui les reléguaient à la cuisine et au ménage pendant qu'ils allaient militer. À l'évidence, ce fameux sentiment dont parlait Friedan existait dans tous les milieux et quelle que soit la situation. En 1949, les femmes représentaient déjà 40% de la force de travail américaine, mais un grand nombre d'entre elles restaient confinées aux emplois de secrétaires, femmes de ménage, institutrices de l'enseignement élémentaire, vendeuses, serveuses ou infirmières. Les maris d'un tiers de ces femmes salariées gagnaient moins de 5 000 $ par an. Quant aux femmes non salariées, elles n'en travaillaient pas moins durement chez elles. Mais ce travail n'était pas considéré comme tel puisque la société capitaliste, ou plutôt la société moderne pour laquelle les biens et les individus ont une valeur marchande, ne reconnaît que le travail rémunéré. Au cours des années 1960, les femmes s'interrogèrent de plus en plus sur ce fait et Margaret Benston lui consacra un article « The Political Economy of Women's Liberation ». Selon Benston, les femmes au foyer étaient en dehors du système économique moderne et leur statut s'apparentait donc à celui des serfs et des paysans d'autrefois. Les femmes qui occupaient des emplois dits féminins, secrétaires, réceptionnistes, dactylos, vendeuses,
femmes de ménage ou infirmières, subissaient exactement le même type d'humiliation que les hommes travaillant dans les emplois subalternes, humiliation auxquelles il faut ajouter les plaisanteries sur leur intelligence, leur statut symbolique d'objet sexuel, les grossièretés, le harcèlement sexuel, et enfin l'exigence d'efficacité supérieure à celle que l'on demandait aux hommes. Un manuel sur le rythme des activités de secrétariat présentait un enchaînement de questions-réponses. Question. Je suis un homme d'affaires et ma secrétaire me semble terriblement lente. Combien de fois par minute doit-elle pouvoir ouvrir et refermer un tiroir contenant mes dossiers? Réponse. 25 fois exactement. Si vous vous inquiétez au sujet de ses activités à son poste de travail, confrontez-la à ses durées calibrées. Se lever de sa chaise, 33 dixièmes de seconde. Se retourner sur son fauteuil à roulettes, 9 centièmes de seconde. Au début des années 1970, une ouvrière d'une usine de New Bedford, Massachusetts, travaillant dans une entreprise de taille moyenne, où les revenus annuels du président-directeur général s'élevaient à 325 000 $, témoignait dans un journal syndical que 9% des employés de son service étaient des femmes, mais que la totalité des surveillants étaient des hommes. Il y a quelques années, j'ai été suspendu pendant 3 jours parce que je dois prendre sur mon temps de travail quand mes enfants sont malades. Ce qu'ils veulent, ce sont des gens qui se tiennent tranquilles, qui se dénoncent les uns les autres et se conduisent comme de gentils petits robots. Ils ne semblent pas s'inquiéter du fait que de nombreuses personnes prennent des calmants avant même de commencer la journée et qu'il ne se passe pas une semaine sans que 2 ou 3 employés ne piquent une crise de nerfs. Mais les choses sont en train de changer. Désormais, nombreux sont ceux qui s'expriment et exigent que leurs soi-disant patrons les traitent comme ils voudraient qu'on les traite eux-mêmes. Les choses étaient en effet en train de changer. Vers 1967, les femmes de différents mouvements, droits civiques, étudiants pour une société démocratique pacifiste, commencèrent à se regrouper entre femmes et en tant que femmes. Début 1968, lors d'un rassemblement des femmes contre la guerre, des centaines de femmes portant des torches défilèrent dans l'Arlington National Cemetery pour accompagner ironiquement l'enterrement de l'éternel féminin. Dès cette époque, certains désaccords apparurent chez les militantes et plus encore chez les militants. Devaient-elles se battre sur des questions spécifiquement féminines ou continuer de s'inscrire dans des mouvements de protestation plus généraux contre le racisme, le capitalisme ou la guerre, par exemple? Quoi qu'il en soit, le féminisme prenait de plus en plus d'importance. À l'automne 1968, le groupe des Radical Women se fit remarquer en manifestant contre l'élection de Miss Amérique, en qui elles voyaient un idéal féminin tyrannique. Elles jetèrent soutien-gorge, porte-jartelles, bigoudis, fossiles, perruques et autres objets du même genre qu'elles qualifiaient d'oripeaux féminins dans la poubelle de la liberté. Une brebis fut ensuite intronisée Miss Amérique. C'est à partir de ce moment que l'on commença à parler de mouvement de libération de la femme. Certaines Radical Women de New York formèrent peu après le WITCH, entre parenthèses Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, dont les membres, déguisés en sorcières, firent une apparition surprise à la bourse de New York. Selon leur tract, dans toute femme une sorcière vit et ricane. Elle est l'être libre qui est dans chacune de nous. Derrière les sourires timides, l'acceptation de l'absurde domination masculine, le maquillage ou les vêtements qui torturent nos corps et que la société nous impose. Nul n'est tenu de rejoindre les witches. Si vous êtes une femme et que vous osez regarder en vous-même, vous êtes une sorcière et vous dictez vos propres règles. De leur côté, les sorcières de Washington manifestèrent devant les locaux de la United Fruit Company pour protester contre ses activités dans le tiers-monde et contre le traitement réservé aux femmes employées par cette entreprise. À Chicago, elles protestèrent contre le licenciement de Marlene Dixon, une enseignante féministe. Les femmes pauvres et les femmes noires exprimaient à leur manière le problème universel des femmes. En 1964, Robert Cole, entre parenthèses Children of Crisis, s'entretenait avec une noire originaire du Sud, récemment installée à Boston. Elle évoquait son désespoir, la difficulté d'accéder au bonheur. Pour moi, le seul moment où je me sens vraiment en vie, c'est lorsque j'attends un enfant. Sans qu'il soit expressément question de féminisme, de nombreuses femmes des milieux pauvres firent comme elles avaient toujours fait. Elles se mobilisaient dans leur quartier pour combattre les injustices et obtenir les équipements et les services de première nécessité.
Au milieu des années 1960, les 10 000 habitants de Vine City, un quartier noir d'Atlanta, mirent sur pied un groupe d'entraide et une boutique de fripes, un centre médical, des repas communautaires mensuels, un journal et un service de conseil aux familles. L'une des responsables de cette opération, Helen Howard, évoqua quelques années plus tard cette période devant Gerda Lerner, entre parenthèses, Black Women in White America. J'ai lancé ce mouvement avec 2 hommes et 6 femmes. Les débuts ont été assez difficiles, mais des tas de gens nous ont rejoints un peu plus tard. Pendant près de 4 mois, on a fait des réunions presque tous les soirs. On a appris à travailler ensemble. Beaucoup de gens avaient peur de passer à l'action. On avait peur d'aller à l'hôtel de ville ou de s'adresser à un service social quelconque. On ne demandait jamais rien au propriétaire, on avait trop peur de lui. Alors on a fait des réunions et on n'avait plus aussi peur qu'avant. Pour obtenir le terrain de jeu, on a juste bloqué la circulation. On laissait personne passer, pas même le tramway. Tout le quartier y était. On passait des disques et on dansait. Ça a duré une bonne semaine. On ne s'est pas fait arrêter parce qu'on était trop nombreux. Alors la municipalité nous a fait ce terrain de jeu pour les enfants. Patricia Robinson écrivit un petit livre, Pour Black Women, dans lequel elle établissait un lien entre la question féministe et la nécessité de changer fondamentalement la société. La révolte de la femme noire et pauvre, ce marais de la hiérarchie sociale dont on n'a jamais parlé jusqu'ici, pose la question de savoir ce qu'elle exige et pour quel type de société elle est prête à se battre. Pour commencer, elle exige de pouvoir jouir du contrôle des naissances au même titre que les blanches et les femmes noires de la petite bourgeoisie. Elle est également consciente que le processus d'oppression se joue à 2 et que, comme les autres pauvres, elle ne veut plus jouer. Elle est l'alliée de tous ceux qui, à travers le monde, ne possèdent rien, et elle soutient leur lutte révolutionnaire. Les conditions historiques l'ont contrainte à soustraire ses enfants à la domination masculine, à les élever et à subvenir seuls à leurs besoins. De ce fait, la domination et l'exploitation de la femme par l'homme s'est sérieusement affaiblie. En outre, elle a conscience que ses enfants sont voués à servir, comme tous les enfants pauvres de toute éternité, de mercenaires misérables et sous-payés, dans le seul but de maintenir et de promouvoir une élite toute puissante. Comprenant tout cela, elle a d'ores et déjà commencé à remettre en question la domination masculine et la société de classe qui la sous-tend, le capitalisme. En 1970, Dorothy Bolden, blanchisseuse à Atlanta et mère de 6 enfants, expliquait pourquoi elle avait commencé à militer activement en 1968 pour former la National Domestic Workers Union. J'estime que les femmes devraient être écoutées au sein de leur communauté lorsqu'il s'agit d'améliorer les conditions de vie. En effet, les femmes travaillent dur chez elles et elles mettent toute leur intelligence dans tout ce qu'elles font. Elles ont été trop méprisées pendant trop d'années. J'estime aujourd'hui qu'on doit les écouter. Même les joueuses de tennis protestèrent et une femme dut aller en justice pour devenir la première femme jockey de l'histoire. Les artistes femmes manifestèrent contre une exposition du Whitney Museum accusant un sculpteur de discrimination sexuelle. Les femmes journalistes manifestèrent également devant le Gueridon Club de Washington qui n'acceptait pas les femmes en son sein. C'est en 1974 que démarrèrent les premières Women's Studies. Quelques 2000 cours universités sur la question des femmes furent proposés sur près de 500 campus. De nombreux magazines et journaux féministes, locaux et nationaux, virent le jour et les librairies durent consacrer un rayon spécifique aux nombreux livres d'histoire des femmes qui parurent à cette époque. Toutes les séries télévisées qui évoquaient également la question, que ce fût pour ou contre le féminisme, révélèrent l'ampleur du phénomène. Certaines publicités télévisées qui provoquaient la colère des féministes disparurent du petit écran. En 1967, à la suite d'une immense campagne de sensibilisation menée par les mouvements féministes, le président Johnson signa un décret interdisant la discrimination sexuelle dans l'administration fédérale. Au cours des années suivantes, les groupes féministes se mobilisèrent pour que ce décret soit appliqué dans les faits. Plus d'1 millier de procès furent intentés par la NOW, entre parenthèses, National Organization for Women, fondée en 1966, à des entreprises accusées de discrimination sexuelle. L'avortement devint à son tour l'une des questions majeures de la société américaine. On pratiquait avant 1970 près d'1 million d'avortements chaque année, dont 10% seulement étaient légalement autorisés. Environ un tiers des femmes qui avortaient, pour la plupart issues des milieux les plus pauvres, étaient hospitalisées à la suite de complications. On ne saura jamais exactement combien de milliers de femmes sont finalement mortes, victimes de ces avortements clandestins. Quoi qu'il en soit, le caractère illégal de l'avortement pénalisait surtout les femmes pauvres,
les riches ayant le choix entre garder leur enfant ou avorter dans des conditions de sécurité suffisantes. Entre 1968 et 1970, plusieurs actions en justice furent intentées dans une vingtaine d'États pour faire disparaître les lois interdisant l'avortement. En outre, l'opinion publique était de plus en plus en faveur du droit des femmes à décider elles-mêmes en dehors de tout contrôle gouvernemental. Dans le livre Sisterhood is Powerful, important recueil de textes féministes rédigés autour de 1970, un article de Lucinda Sisler, Unfinished Business, Birth Control, affirmait que l'avortement est un droit des femmes. Personne ne peut s'opposer à leurs décisions et les obliger à porter un enfant contre leur volonté. Au printemps 1969, un sondage de l'Institut Harris indiquait que 64% des personnes interrogées pensaient que la décision concernant l'avortement était de l'ordre de la vie privée. Finalement, en 1973, la Cour suprême décréta, entre parenthèses Roe versus Wade, Doe versus Bolton, que l'État ne pouvait interdire l'avortement que dans les 3 derniers mois de la grossesse, qu'il pouvait intervenir au cours du 2e trimestre pour des raisons de santé et que, pendant le 1er trimestre, la décision revenait à la femme et à son médecin. Malgré le relatif immobilisme du gouvernement dans ce domaine et devant la forte demande des familles, des milliers de crèches coopératives furent ouvertes. Les femmes commencèrent également à prendre ouvertement la parole sur la question du viol. Si environ 50 000 viols étaient recensés chaque année, on en ignorait un nombre bien plus important. Les femmes se mirent à prendre des cours d'autodéfense. On protesta contre la manière dont la police traitait les femmes, les interrogeait ou les insultait lorsqu'elles déclaraient avoir été violées. Le livre de Susan Brown Miller, Against Our Will, fut un énorme succès. Cette analyse historique émouvante et indignée du viol prônait, entre autres, l'autodéfense tant individuelle que collective. Répliquer. À divers niveaux, c'est l'engagement que nous devons prendre ensemble si nous voulons, nous les femmes, rétablir l'équilibre et balayer une bonne fois pour toutes, pour nous et pour les hommes, l'idéologie qui sous-tend le viol. Le viol doit être éradiqué, pas seulement évité ou contrôlé sur le plan individuel. L'approche de ce phénomène doit se faire sur le long terme et de manière collective. Elle doit être comprise et soutenue aussi bien par les hommes que par les femmes. De nombreuses femmes demandèrent qu'un amendement à la Constitution, l'ERA, entre parenthèses Equal Right Amendment, soit voté par un nombre suffisant d'États. Mais il était clair qu'un amendement ne suffirait pas. En effet, tout ce que les femmes avaient obtenu jusqu'alors l'avait été par l'action, la protestation et le militantisme. Même quand la loi s'avérait être d'une certaine aide, elle ne l'était que si le militantisme poussait à la roue. Shirley Chisholm, une représentante noire du Congrès, déclarait « La loi ne peut pas le faire pour nous. Nous devons le faire nous-mêmes. Les femmes de ce pays doivent être révolutionnaires. Nous devons refuser d'assumer les vieux rôles et les vieux stéréotypes traditionnels. Nous devons remplacer les vieux modes de pensée négatifs concernant notre féminité par des manières positives de penser et d'agir. » L'effet le plus profond du mouvement féministe des années 1960, outre les victoires réelles sur l'avortement et l'égalité devant l'emploi, fut sans doute ce qu'on appela la prise de conscience, souvent réalisée dans les groupes de femmes qui se réunissaient partout dans le pays. Elle entraîna une redistribution des rôles, le refus de l'infériorité, la confiance en soi, le sentiment d'une certaine communauté féminine, une nouvelle solidarité entre mère et fille. La poétesse Esta Seton d'Atlanta écrivit Her Life. Voici l'image qui reste en moi. Ma jeune mère, à peine 17 ans, cuisinant leurs repas cachère sur le poêle à charbon, ce premier hiver dans le Vermont, et mon père, muré dans ses sentiments, sauf lorsqu'il criait, mangeant pour lui, prouver son amour. 50 ans plus tard, son regard bleu devenu glacé, par le souvenir de cette maison grise et les bébés les uns après les autres, et le docteur qui lui disait « Si vous n'en voulez plus, il faut quitter cette maison. » Pour la première fois, on se mit à discuter ouvertement de la spécificité biologique des femmes. Certains théoriciens du féminisme, entre parenthèses Shulamith Firestone dans The Dialectic of Sex par exemple, pensaient qu'il s'agissait d'un élément plus fondamental que le système économique pour expliquer l'oppression que subissaient les femmes. On se libérait en parlant de ce qui était resté si longtemps caché, secret, honteux et embarrassant. Les règles, la masturbation, la ménopause, l'avortement et l'homosexualité. Un recueil d'articles rédigés par 11 femmes du Boston Women's Health Book Collective, Our Bodies, Ourselves,
eut un impact énorme au début des années 1970. Il donnait un nombre extraordinaire d'informations pratiques sur l'anatomie féminine, sur la sexualité et les relations sexuelles, sur l'homosexualité féminine, sur l'alimentation et la santé, sur le viol, l'autodéfense, les maladies vénériennes, la contraception, l'avortement, la grossesse, la procréation et la ménopause. Mais, plus important encore que ces informations, les photos, l'exploration franche de tout ce qui était resté jusque-là un sentiment d'exubérance, de plaisir du corps, une joie de mieux se comprendre, de former une communauté féminine avec toutes les femmes, quel que soit leur âge, illuminaient ce livre. Les auteurs citaient la suffragette anglaise Christabel Pankhurst. N'oublie pas la dignité d'être une femme. N'appelle pas au secours. Ne supplie pas, ne rampe pas. Reprends courage et, saisis nos mains, reste à nos côtés. Combat avec nous. Pour de nombreuses femmes, ce combat commençait forcément par ce corps qui leur semblait être à l'origine de leur exploitation comme objet sexuel, faible et incompétent, comme génitrice, démunie, comme femme entre deux âges, à la beauté déclinante, et pour finir, comme femme âgée, négligée et rejetée. Une prison biologique créée par les hommes et la société. Selon Adrienne Rich, entre parenthèses, A Woman Born, on maîtrise les femmes en les enchaînant à leur propre corps. Elle ajoutait, je garde le souvenir précis du lendemain de mon mariage. J'ai lessivé le sol. Sans doute le sol n'en avait-il pas besoin, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Pendant que je lessivais ce sol, je pensais, maintenant je suis une femme. C'est un acte ancestral. C'est ce que les femmes ont toujours fait. Je me sentais lié à d'anciennes traditions, trop anciennes pour être mis en cause. C'est ce que les femmes ont toujours fait. Dès que j'ai été visiblement et assurément enceinte, je me suis sentie, pour la première fois de toute ma vie, innocente. Cette atmosphère d'approbation dans laquelle je baignais, même de la part des passants dans la rue, me semblait-il, était comme une aura qui me suivait partout et par laquelle les doutes, les peurs, les méprises étaient complètement abolis. C'est ce que les femmes ont toujours fait. Rich affirmait également que les femmes devaient considérer leur corps comme une ressource et non comme une fatalité. Les systèmes patriarcaux, disait-elle, qu'ils soient capitalistes ou socialistes, emprisonnent le corps féminin dans les limites fixées par leurs propres besoins. Elle analysait l'apprentissage de la passivité chez les femmes. Des générations d'écolières avaient été éduquées à la lecture de Little Woman, livre dans lequel la mère de Joe lui dit « Je suis en colère presque chaque jour de ma vie, Joe, mais j'ai appris à ne pas le montrer. J'espère apprendre à ne plus l'être, mais il va me falloir peut-être encore 40 ans pour cela. » Dans cette ère de procréation assistée et technicisée, les médecins hommes utilisaient des instruments pour mettre au monde les enfants en lieu et place des mains sensibles des sages-femmes d'autrefois. Rich n'était pas d'accord avec sa camarade féministe Firestone, qui voulait changer le caractère inévitablement biologique de la maternité sous prétexte qu'elle était douloureuse et à l'origine de la soumission féminine. Rich pensait au contraire que, dans des conditions sociales différentes, l'accouchement pouvait être une source de joie physique et spirituelle. Rich affirmait en outre qu'on ne pouvait pas prétendre que l'ignorance de Freud concernant les femmes n'était que le point aveugle de sa théorie, comme si sur tout le reste sa vision était parfaitement claire. Une telle ignorance des femmes mettait forcément en cause tout son travail. Il existait, selon Rich, un dilemme du corps. Je ne connais pas de femme, vierge, mère, lesbienne, célibataire, mariée, qu'elle soit femme au foyer, serveuse ou échographe, pour qui le corps ne représente pas un problème fondamental. Sa signification obscure, sa fertilité, ses désirs, sa prétendue frigidité, son langage de sang, ses silences, ses bouleversements et ses mutilations, les viols qu'il subit et son vieillissement. En réponse, Rich préconisait la repossession des corps, dans un monde où chaque femme serait le génie qui préside à son propre corps. Repossession fondamentale afin de ne pas se contenter de mettre des enfants au monde, mais également de nouveaux idéaux, un nouveau sens à la vie, un nouveau monde. Pour toutes les femmes qui n'étaient pas forcément des intellectuelles, la question était encore plus concrète. Comment éliminer la faim, la soumission, la souffrance et l'humiliation, ici et maintenant? Une certaine Johnny Tillman écrivit en 1972 « Je suis femme, je suis noire, je suis pauvre et je suis grosse. Je suis d'âge moyen et je touche des allocations sociales. J'ai élevé 6 enfants. J'ai grandi en Arkansas où j'ai travaillé 15 ans dans une blanchisserie avant de venir en Californie. En 1963, je suis tombé trop malade pour pouvoir continuer à travailler. Des amis m'ont aidé à obtenir des aides sociales. Les allocations, c'est comme les accidents de la route, ça peut arriver à n'importe qui, mais ça arrive surtout aux femmes.
Et c'est pour ça que les allocations sociales sont un problème féminin. Pour pas mal de femmes des classes moyennes de ce pays, la libération de la femme est une question de prise de conscience. Pour celles qui vivent avec les allocations, c'est une question de survie. Selon elles, les prestations sociales représentaient une forme de mariage super sexiste. Vous échangez un homme contre l'homme. L'homme décide de tout. C'est lui qui gère votre argent. Johnny Tillman et d'autres femmes vivant la même situation fondèrent le National Welfare Right Organization. Elles réclamaient que les femmes soient payées pour leur activité, faire le ménage, élever les enfants. Aucune femme ne sera libre tant que toutes les femmes n'auront pas cessé de vivre à genoux. Dans la question féministe, on trouvait en germe une solution susceptible de répondre non seulement à l'oppression des femmes, mais également à toutes les oppressions. Le contrôle exercé par la société sur les femmes était d'une redoutable efficacité, mais l'État ne l'exerçait pas directement. C'est la famille qui en était chargée, l'autorité des hommes sur les femmes, celle des femmes sur les enfants. Tous se préoccupant les uns des autres, se demandant de l'aide, s'accusant en cas de problème, voire exerçant des violences mutuelles quand rien n'allait vraiment plus. Ne pouvait-on faire autrement? Les femmes pouvaient-elles se libérer elles-mêmes? Et les enfants? Les deux sexes pourraient-ils tenter de mieux se comprendre et rechercher dans la société extérieure l'origine de leur soumission plutôt que de se la reprocher mutuellement? Ils seraient alors en mesure de tirer une certaine force de leur relation et de faire naître ainsi des millions d'embryons de révolte. Ils pourraient dès lors bouleverser les modes de pensée et de comportement à l'intérieur même du carcan familial sur lequel le système comptait tant pour accomplir sa mission de maintien de l'ordre et d'endoctrinement. Peut-être pourraient-ils ensemble, hommes, femmes, parents, enfants, entreprendre de changer en profondeur la société elle-même. C'était, nous l'avons dit, une époque de révolte. Si l'on pouvait envisager une révolution au sein de la plus subtile et de la plus complexe des prisons, la famille, on pouvait alors également s'attendre à ce que des émeutes éclatent dans la plus brutale et la plus évidente d'entre elles, le système carcéral. Dans les années 1960 et au début des années 1970, ces émeutes se multiplièrent, présentant en outre un caractère politique inédit et une violence de type lutte des classes. L'apogée de ces soulèvements carcéraux eut lieu en septembre 1971 dans la prison d'Attica, État de New York. L'institution de la prison s'était mise en place aux États-Unis à la suite d'une réforme voulue par les Quakers pour remplacer la mutilation, la pendaison ou l'exil, châtiment classique de l'époque coloniale. De l'isolement carcéral devait naître le repentir et le salut, mais les prisonniers sombraient le plus souvent dans la folie et mouraient finalement assez vite. Au XIXe siècle, le système carcéral américain reposait sur le travail forcé agrémenté de divers châtiments, le cachot, les fers et l'isolement. L'objectif général de ce système fut résumé par le directeur de la prison d'Ossining à New York. Pour réformer un criminel, il vous faut d'abord briser son esprit. Cette approche se perpétua très longtemps. Les autorités pénitentiaires se réunissaient chaque année pour se congratuler mutuellement sur les progrès accomplis. Lors du discours inaugural de 1966, le président de l'American Correctional Association commenta en ces termes la nouvelle édition du Manual of Correctional Standards. Il nous autorise à nous attarder, si nous le souhaitons, aux portes du Walhalla correctionnel, avec une juste fierté du travail magnifiquement accompli. Nous pouvons être fiers, satisfaits et heureux. Cette déclaration fut faite au beau milieu d'émeutes carcérales qui allaient être suivies de la plus impressionnante période de révolte de détenus que le pays eût jamais connue. Il y avait toujours eu des révoltes dans les prisons. Une vague d'émeutes s'était achevée dans les années 1920 avec le soulèvement des 1600 détenus de la prison de Clinton, État de New York, qui prit fin avec la mort de 3 prisonniers. Entre 1950 et 1953, plus de 50 soulèvements importants se produisirent dans les prisons américaines. Au début des années 1960, les membres d'une équipe de condamnés aux travaux forcés utilisèrent leur masse pour se briser les jambes afin d'attirer l'attention sur les violences quotidiennes qu'ils subissaient. La prison de Saint-Quentin, Californie, qui comptait 4000 détenus, connut également une série d'émeutes à la fin des années 1960. Une émeute raciale en 1967, une grève générale des détenus, noirs et blancs confondus, au début de 1968, qui fit cesser pratiquement toute l'activité industrielle carcérale, puis une seconde révolte durant l'été de la même année. À l'automne 1970, les prisonniers prirent le contrôle de la maison d'arrêt de Queens à Long Island. Ils prirent des otages et firent part de leurs revendications. Le comité de détenus chargé de la négociation était composé d'un portoricain, 4 noirs et un blanc.
Ils exigeaient des auditions immédiates de mise en liberté sur parole concernant 47 cas de détenus qu'ils estimaient faire l'objet de discrimination raciale. Les juges se rendirent à la prison, accordèrent quelques libertés conditionnelles et réductions de peine. Les otages furent relâchés, mais lorsque les prisonniers s'obstinèrent, la police mit fin à la révolte en faisant irruption dans la prison avec gaz lacrymogène et matraques. Presque au même moment, en novembre 1970, ce fut le tour de la prison de Folsom, Californie. La grève qui toucha cette prison reste la plus longue de l'histoire américaine. La plupart des 2400 détenus demeurèrent dans leurs cellules pendant environ 3 mois, sans nourriture, malgré les menaces et les intimidations. La grève fut finalement brisée par un mélange de brutalité et de fausses promesses. 4 prisonniers furent changés de prison et durent faire 14 heures de route, enchaînés et complètement nus, dans un fourgon de police. L'un des protagonistes de cette révolte écrivit ensuite « La prise de conscience a eu lieu. La graine est semée. » Les prisons américaines avaient été longtemps le reflet accentué du système américain lui-même. L'incroyable écart caractérisant les modes de vie des riches et des pauvres, le racisme, l'instrumentalisation des opprimés les uns contre les autres, l'absence de liberté de parole pour les classes les plus défavorisées, les éternelles réformes qui ne changent pratiquement rien. Dostoïevski ne disait-il pas que le degré de civilisation d'une société pouvait se juger à l'état de ses prisons ? Ce n'était que trop vrai, et les prisonniers américains le savaient mieux que quiconque. Plus vous étiez pauvre, plus vous aviez de chances de finir en prison. Non seulement parce que les pauvres commettaient plus de crimes que les riches, qui n'avaient pas besoin de se mettre hors la loi pour obtenir ce qu'ils désiraient, mais aussi parce que, même lorsque les riches commettaient des crimes, ils n'étaient le plus souvent pas poursuivis. Et quand ils l'étaient, ils bénéficiaient d'une rapide mise en liberté sur parole, s'offraient les meilleurs avocats et obtenaient des juges des peines plus légères. En fin de compte, le public des prisons se composait essentiellement de détenus pauvres et noirs. En 1969, il y eut 502 condamnations pour fraude fiscale. De tels crimes sont d'ordinaire le fait de gens relativement riches. Seuls 20% de ces condamnations se conclurent par des emprisonnements. Ces fraudes fiscales portaient en moyenne sur 190 000 $ et la peine était en général de 7 mois. La même année, 60% des condamnations pour cambriolage ou vol de voiture, crime le plus souvent commis par les pauvres, se soldèrent par des emprisonnements. Le montant moyen estimé des vols de voitures s'élevait à 992 $ et la peine était en général de 18 mois. Pour les cambriolages, 321 $ en moyenne et 33 mois de prison. Dans son livre Partial Justice, le psychiatre Willard Gelin fait état d'un cas qui, à quelques détails près, peut être répété des milliers de fois. Après avoir rencontré 17 témoins de Jéhovah réfractaires de la guerre du Vietnam et condamnés en conséquence à 2 ans d'emprisonnement, il interviewa un jeune noir ayant informé son centre d'incorporation qu'il ne pouvait, en conscience, faire la guerre. Il fut condamné à 5 ans de prison. Gelin se souvient. Hank était la première condamnation à 5 ans d'emprisonnement que je rencontrais. Mais il était aussi le premier noir. Dans son cas, d'autres facteurs avaient joué. « Comment étais-tu coiffé » ai-je demandé. « À l'afro. » Et qu'est-ce que tu portais ? Une tunique africaine. Tu penses que ça a joué pour la sentence ? C'est sûr. Ça valait de perdre 1 année ou 2 de ta vie ? C'est toute ma vie, dit-il en me regardant avec un mélange d'étonnement et de confusion. Mec, tu te rends pas compte ? C'est exactement de ça qu'il s'agit. Est-ce que oui ou non je suis libre d'avoir mon style ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir mes cheveux ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir ma couleur de peau ? Gelin découvrait l'immense liberté laissée aux juges pour fixer les peines. Dans l'Oregon, sur 33 hommes accusés d'avoir enfreint la loi d'incorporation, 18 bénéficièrent d'une liberté surveillée. Pour le même délit, dans le sud du Texas, aucun des 16 accusés n'en bénéficia, et dans le sud du Mississippi, tous les accusés furent condamnés, dont certains à 5 ans d'emprisonnement. À un bout du pays, la Nouvelle-Angleterre, la durée moyenne de la peine, tout cas confondu, était de 11 mois. À l'autre bout, dans le sud, elle était de 78 mois. Mais il ne s'agissait pas simplement d'une question de nord ou de sud. À New York, un juge ayant vu comparaître devant lui 673 cas d'ivresse sur la voie publique, tous des pauvres, les riches boivent chez eux, en acquitta 531, alors que, pour le même délit, un autre juge n'en acquitta qu'un sur 566. Face à un tel pouvoir de décision abandonné aux tribunaux, les pauvres, les noirs, les étrangers, les homosexuels et les radicaux avaient peu de chances de se voir traités équitablement par des juges pour la plupart blancs issus de la bourgeoisie et conservateurs.
En 1972, par exemple, il y avait environ 375 000 détenus dans les prisons, municipales ou de comté, et dans les pénitenciers, fédéraux ou d'État, ainsi que 54 000 adolescents en détention auxquels il faut ajouter 900 000 individus en liberté surveillée et 300 000 en liberté conditionnelle, soit 1 600 000 individus concernés par la justice criminelle américaine. Si l'on prend en compte le phénomène de roulement, c'était plusieurs millions de personnes qui entraient et sortaient de ce système chaque année. La population carcérale était quasiment invisible pour la petite bourgeoisie américaine. Si 20 millions de Noirs étaient restés également invisibles pendant tant d'années, pourquoi pas 4 ou 5 millions de criminels? Une enquête menée par le Children Defense Fund, entre parenthèses le Children in Jail, de Thomas Cottle, au milieu des années 1970 révélait que plus de 900 000 jeunes de moins de 16 ans passaient par la prison chaque année. Il est relativement difficile de décrire la réalité des prisons. Un détenu de la prison de Walpole, Massachusetts, écrivait « Tout programme qu'on nous impose est immédiatement retourné contre nous comme une arme. Le droit d'aller à l'école, à l'église, d'avoir des visites, d'écrire, de voir des films. Tout ça est utilisé comme une arme ou comme une punition. Aucun de ces programmes ne nous appartient réellement. Tout devient un privilège qui peut nous être ôté à tout moment. Il en découle un sentiment d'insécurité, de frustration qui ne cesse de nous ronger. » Écoutons un autre détenu de Walpole. Je n'ai pas mangé à la cantine depuis 4 ans, je ne pouvais plus supporter ça. Quand on venait faire la queue au service du matin, les cafards s'enfuyaient par centaines des plateaux. Les plateaux étaient graisseux, la nourriture était soit crue, soit pourrie et pleine de vers. Il y a de nuits où j'ai vraiment faim parce que je ne mange que des sandwichs ou du beurre de cacahuète, avec une tranche de pain ou une bouchée de n'importe quoi par-ci par-là. D'autres types ne peuvent même pas avoir ça parce qu'ils n'ont pas mon réseau ou pas d'argent pour cantiner. La communication avec le monde extérieur était très difficile. Les gardiens déchiraient les lettres. D'autres lettres pouvaient être interceptées et lues. Jerry Souza, incarcéré à Walpole en 1970, adressa 2 courriers, l'un au juge et l'autre au bureau des libérations sur parole, pour se plaindre des gardiens qui le battaient. Il ne reçut jamais de réponse. 8 ans plus tard, il découvrit lors d'une audience au tribunal que les autorités de la prison avaient intercepté et gardé ces lettres. Les familles des détenus souffraient également. Lors de ma dernière détention, mon fils de 4 ans a marché sur la pelouse pour me cueillir une fleur. Le gardien a vu ça de son mirador et il a appelé le bureau de surveillance. Un surveillant est arrivé avec un représentant de la police d'État pour dire que si un autre gamin s'avisait de marcher sur la pelouse et de cueillir des fleurs, toutes les visites seraient suspendues. Les émeutes carcérales de la fin des années 1960 et du début des années 1970 étaient différentes des précédentes. Les détenus de la maison d'arrêt de Queens se revendiquaient révolutionnaires. Dans tout le pays, les prisonniers étaient manifestement touchés par le bouleversement général de la société américaine, la révolte des Noirs, l'irruption de la jeunesse dans la société et le mouvement pacifiste. Les événements de ces années-là mirent en relief ce que les détenus ressentaient profondément. Quel que soit leur délit, les pires crimes étaient le fait des autorités qui contrôlaient le système carcéral, c'est-à-dire le gouvernement des États-Unis. Le président violait quotidiennement la loi en envoyant des bombardiers tuer et des soldats se faire tuer au mépris de la Constitution et de la loi suprême du pays. L'État et les autorités locales violaient aussi quotidiennement les droits civiques de la population noire, mais n'étaient jamais poursuivis. C'est également ce système qui condamna à 30 ans de prison Martin Sostre, 52 ans, qui tenait une librairie afro-asiatique à Buffalo, État de New York. Sostre était accusé d'avoir vendu de l'héroïne à un informateur de police qui revint pourtant par la suite sur son témoignage. Ce dernier fait ne changea rien au sort de Sostre car il ne trouva aucune cour de justice, cour suprême comprise, pour casser le jugement. Il passa 8 ans en prison où il fut continuellement roué de coups par les gardiens, qu'il ne cessa de défier jusqu'à sa libération. Il y avait toujours eu aux États-Unis des prisonniers politiques, des individus emprisonnés pour leur appartenance à des mouvements radicaux ou pour leur opposition à la guerre. Pourtant, un nouveau type de prisonnier politique apparut, le condamné ou la condamnée de droit commun dont la conscience politique s'éveillait en prison. Certains prisonniers se mirent à établir un lien entre leur destin personnel et le système social. Au lieu d'entreprendre des actes individuels, ils se lancèrent alors dans des actions collectives. Malgré un environnement caractérisé par une extrême brutalité qui exigeait que l'on prît soin de sa propre sécurité et une rivalité de tous les instants, il se sentait concerné par les droits et la sécurité des autres détenus. George Jackson fut l'un de ces nouveaux prisonniers politiques.
Détenu à la prison de Soledad, Californie, où il avait déjà effectué 10 ans pour un vol évalué à $70, Jackson se mua en révolutionnaire. La violence de ses propos reflétait celle de ses conditions de détention. Ce monstre, le monstre qu'ils ont engendré en moi, se retournera contre son créateur pour son malheur. Du fond de la tombe, du trou, du plus profond du trou. Précipitez-moi dans l'autre monde. La descente aux enfers n'y changera rien. Ils me le paieront de leur sang. Je chargerai comme un éléphant blessé, foudrage, les oreilles déployées, la trompe dressée, barrissant de fureur. C'est la guerre sans merci. Un prisonnier de ce calibre ne pouvait pas survivre longtemps. Lorsque son livre, Soledad Brother, devint l'un des livres les plus lus par les mouvements favorables aux Noirs américains, par les prisonniers, par les Noirs et par les Blancs, il devint évident qu'il risquait sa peau. Toute ma vie, j'ai fait exactement ce que je voulais faire lorsque je voulais le faire, rien de plus. Parfois moins que je ne souhaitais, mais jamais plus. Et c'est pour cela que je suis en prison. Je ne me suis jamais rangé et je refuse toujours de le faire aujourd'hui alors que j'ai déjà passé la moitié de ma vie en prison. Il savait ce qui allait lui arriver. Né pour mourir avant l'heure, domestique, salarié précaire, homme des petits boulots dégueulasses, balayeur, enchaîné, homme de fond de cale, privé de sa liberté. C'est moi, la victime coloniale. Toute personne passant aujourd'hui les concours de la fonction publique peut avoir ma peau demain, dans la plus complète impunité. En août 1971, il fut abattu dans le dos par un surveillant de la prison de Saint-Quentin au cours d'une prétendue tentative d'évasion. La version donnée par l'État, analysée dans le détail par Eric Mann dans son livre Comrade George, était pleine de lacunes et d'inexactitudes. Tous les prisonniers des prisons et des pénitenciers savaient, avant même le rapport final d'autopsie et avant que des éléments de dernière heure ne viennent suggérer un complot des autorités pour se débarrasser de Jackson, qu'il avait été assassiné pour avoir osé appeler à la révolution de sa prison. Peu après la mort de Jackson, une vague d'émeutes éclatèrent à travers le pays. À la centrale de San José, dans la prison du comté de Dallas, dans celle de Suffolk à Boston, dans le comté de Cumberland, New Jersey, et à San Antonio, Texas. La conséquence immédiate de la mort de George Jackson fut le soulèvement de la prison d'Attica en septembre 1971, une révolte nourrie de ressentiments profonds et anciens qui éclata à la nouvelle de la mort de Jackson. Attica était entourée par un mur de 9 mètres de haut et de 60 centimètres d'épaisseur, surveillé par 14 miradors. 54% des détenus étaient des Noirs, 100% des surveillants étaient blancs. Les prisonniers passaient entre 14 et 16 heures par jour dans leurs cellules, leurs courriers étaient surveillés, leurs lectures contrôlées, les visites des familles se déroulaient à travers un grillage, les soins médicaux étaient misérables et le système de remise en liberté surveillé, parfaitement inéquitable. Le racisme était roi, l'arbitraire était loi. Le complet décalage entre la direction de la prison et ce que vivaient concrètement les détenus se mesure aisément à la lecture d'une déclaration du superintendant de la prison d'Attica pendant l'émeute. Mais enfin, pourquoi détruisent-ils leur propre maison ? La plupart des détenus d'Attica se trouvaient là à la suite d'une procédure de peine négociée entre les deux parties. Seules 4 à 5 000 condamnations sur les 32 000 annuelles pour l'État de New York faisaient l'objet d'un véritable procès. Le reste, près de 75%, était traité selon la procédure imposée dite de peine négociée, ainsi décrite dans le rapport du Comité interparlementaire sur le crime à New York. L'acte final de la procédure de peine négociée est une vaste supercherie qui rivalise elle-même de malhonnêteté avec le crime dont il est question dans bien des cas. L'accusé est contraint de reconnaître publiquement sa culpabilité pour un crime que, bien souvent, il n'a pas commis, certains allant jusqu'à s'accuser de crimes inexistants. Il doit ensuite préciser qu'il a avoué sans y être contraint et sans qu'on lui ait fait aucune promesse en retour. Dans la peine négociée, l'accusé plaide coupable, qu'il le soit ou non, épargnant ainsi à l'État, contre la promesse d'une réduction de sa condamnation, la peine d'avoir à le juger. Lorsque les détenus d'Attica étaient entendus pour décider de leur libération conditionnelle, le temps moyen de l'audience, temps de lecture du dossier et de délibération entre les 3 membres de la commission compris, était de 5 minutes et 54 secondes. La décision était ensuite communiquée aux détenus sans autre explication. Le rapport officiel sur l'émeute d'Attica révèle qu'un cours de sociologie donné à certains détenus s'était progressivement transformé en véritable forum où l'on échangeait des points de vue sur ce qui devait être changé. Puis une série de manifestations furent organisées et, en juillet,
Un manifeste rédigé par les détenus énuméra une série de revendications relativement modérées. Ensuite, les tensions à l'intérieur de la prison d'Attica s'accrurent, culminant lors d'une journée de protestation contre le meurtre de George Jackson, au cours de laquelle la plupart des détenus refusèrent de manger et portèrent un brassard noir en signe de deuil. Le 9 septembre 1971, après une série de conflits entre prisonniers et gardiens, quelques prisonniers réussirent à sortir de leur baraquement et investir l'une des 4 cours de la prison, prenant 40 gardiens en otage. Au cours des 5 jours suivants, les prisonniers retranchés dans cette cour formèrent une étrange communauté. Un groupe d'observateurs extérieurs fut invité par les prisonniers. Parmi eux se trouvait Tom Wicker, journaliste au New York Times. Il écrivit ensuite dans son livre « A Time to Die », l'harmonie raciale qui régnait parmi les prisonniers était parfaitement stupéfiante. Cette cour de prison est le premier endroit que j'ai jamais vu où il n'y eut aucun racisme. Un détenu noir déclara également plus tard. Je ne pensais vraiment pas que les Blancs s'y feraient. Mais j'ai du mal à dire à quoi cette cour ressemblait. J'ai pleuré à l'idée que nous étions tous si proches, tous unis. Au bout de 5 jours, l'État perdit toute patience. Le gouverneur, Nelson Rockefeller, approuva l'idée d'une opération militaire contre la prison. Il faut voir à ce sujet le formidable film de Cinda Firestone, Attica. La garde nationale, les gardiens de la prison et la police locale se livrèrent, armés de fusils automatiques, de carabines et de mitraillettes, à une attaque en règle des prisonniers désarmés, faisant 31 morts. Les premières informations livrées à la presse par les autorités carcérales prétendaient que 9 gardiens retenus en otage avaient été égorgés par les prisonniers pendant l'assaut. Les autopsies officielles démontrèrent immédiatement qu'il s'agissait d'un pur mensonge. Les 9 gardiens avaient été victimes des mêmes tirs en rafale que les prisonniers. Les conséquences des événements d'Attica sont difficiles à déterminer. 2 mois après ce soulèvement, les prisonniers de la prison de Norfolk, Massachusetts, se mobilisaient à leur tour. Le 8 novembre 1971, des gardiens armés et des policiers de l'État avaient effectué une opération surprise dans les cellules de Norfolk, à la suite de laquelle 16 prisonniers avaient été conduits dans d'autres prisons. Un détenu décrit la scène. Entre 1h et 2h du matin, je me suis réveillé. Je ne dors plus très bien depuis le Vietnam. Et j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait des soldats et des matons. Il y en avait des masses. Ils avaient des flingues et des grosses matraques. Ils rentraient dans les dortoirs et ils viraient les gens, n'importe lesquels. Ils ont pris un de mes copains. Après, 2 soldats et un gardien m'ont traîné dehors vers 1h30 en sous-vêtements et les pieds nus. En regardant ces soldats avec leurs fusils, leurs masques et leurs matraques, la lumière de la lune se reflétant sur les casques, on pouvait voir la haine sur leurs visages. Rien que de penser que c'est avec ça que ces mecs vivaient, avec les armes et la haine et les casques et les masques, et vous en train d'essayer de vous réveiller, ça faisait penser à Kent State et à George Jackson, à Chicago et à Attica. Surtout à Attica. La même semaine, la prison de Concord, Massachusetts, fit l'objet d'un autre raid policier. Comme si, dans les semaines qui suivirent les événements d'Attica, les autorités avaient voulu prévenir et briser toute tentative d'organisation de prisonniers. À Concorde, Jerry Souza, un jeune meneur du mouvement pour la réforme dans les prisons, fut expulsé de sa cellule, conduit immédiatement à la prison de Walpole et incarcéré au bloc 9, une unité d'isolement effroyable. Assez rapidement, il s'arrangea pour faire parvenir un rapport à des amis. Le contenu de ce rapport en dit long sur ce qui se passait dans l'esprit des prisonniers avant et après les événements d'Attica. Voici un terrible rapport sur les circonstances et les événements qui ont entraîné la mort du détenu Joseph Chesnulavitch, il y a environ 1 heure, dans le bloc 9. Depuis la veille de Noël, ces vicelards de surveillants du bloc 9 font régner la terreur sur nous. 4 d'entre nous ont été roués de coups, en particulier le détenu Donald King. Pour échapper au harcèlement continuel et au traitement inhumain, le prisonnier George Hayes a avalé des lames de rasoir et Fred Archen une aiguille. Tous les deux ont été transportés d'urgence au Mass General Hospital. Vers 6 heures ce soir, les gardiens Baptiste, Sainsbury et Montiga ont vidé le contenu d'un extincteur sur Joe et l'ont enfermé dans sa cellule avant de partir en hurlant qu'ils auraient la peau de ce minable. À 9h25, Joe a été trouvé mort dans sa cellule. Les autorités de la prison et la presse vont prétendre que Joe s'est suicidé. Mais les gars du bloc 9 qui ont assisté à ce meurtre savent tout eux. Serons-nous les prochains à y passer ? Il ne s'agissait à cette époque que d'un début de mobilisation de la part des prisonniers.
Ils commençaient à se préoccuper les uns des autres, tenter de transformer la haine et la colère inscrites dans la révolte individuelle en un effort collectif pour obtenir le changement de leurs conditions de vie. À l'extérieur, quelque chose se produisait également. Des groupes de soutien au mouvement de prisonniers furent créés un peu partout dans le pays et de nombreux textes au sujet des prisons furent publiés. On étudiait plus souvent le crime et le châtiment. Certains demandèrent même la fermeture des prisons en s'appuyant sur le fait qu'elles ne prévenaient pas contre le crime ni ne l'empêchaient, mais qu'au contraire elles le favorisaient ou le provoquaient. On discuta d'alternatives à la prison. Maison commune, sauf pour les criminels violents, dans un premier temps, et prestations économiques minimales préventives à plus long terme. Les prisonniers s'interrogeaient également sur des problèmes qui dépassaient le cadre de la prison et s'intéressaient à d'autres victimes. À Walpole, une pétition exigeant le retrait des troupes américaines du Vietnam circula pendant quelque temps. Tous les prisonniers l'avaient signée, victoire exceptionnelle de la part d'une poignée de détenus. Lors de la célébration de Thanksgiving, la plupart des prisonniers, non seulement à Walpole mais dans 3 autres prisons, refusèrent de s'asseoir au repas, expliquant qu'ils souhaitaient rendre hommage à tous les Américains qui mouraient de faim. Quelques prisonniers étudièrent attentivement certaines affaires criminelles et remportèrent même quelques victoires devant les tribunaux. La publicité faite aux événements d'Attica, le soutien que les émeutiers avaient pu obtenir eurent des effets. Les lourdes accusations qui pesaient sur les révoltés d'Attica, qui risquaient plusieurs peines perpétuelles, furent abandonnées. Mais la justice persista à se tenir à l'écart du monde clos des prisons et les prisonniers restèrent en conséquence seuls, comme toujours, face à leurs gardiens. Même lorsqu'une victoire occasionnelle se produisait au tribunal, une lecture attentive suffisait à faire comprendre que cela ne changeait pas grand-chose dans les faits. En 1973, Procunier versus Martinez. La Cour suprême déclara le caractère inconstitutionnel de certaines procédures de censure du courrier mises en place par le département des peines de l'État de Californie. Mais si l'on observe à la loupe la décision de la Cour, avec tous ses beaux discours sur les libertés reconnues par le premier amendement de la Constitution, on y voit qu'elle confirme que la censure du courrier carcéral peut se justifier lorsque certains critères sont réunis. Lorsqu'elle pouvait être supposée s'appliquer dans l'intérêt du gouvernement, ou lorsqu'elle sert ses intérêts dans les domaines primordiaux de la sécurité, du maintien de l'ordre et du redressement national, la censure restait autorisée. En 1978, la Cour suprême décréta que le droit d'accéder aux prisons ou aux pénitenciers n'était pas garanti aux médias. Elle décidait également que les autorités carcérales étaient en droit d'interdire aux détenus de communiquer entre eux, de se réunir ou de distribuer des textes réclamant la formation d'un syndicat de prisonniers. Il devenait clair, et les prisonniers semblent avoir compris dès le début, que les conditions de détention ne seraient pas modifiées par voie législative mais par la protestation, le militantisme, la résistance, l'invention d'une culture spécifique, d'une littérature spécifique et la mise en place de liens avec le monde. Des dizaines de milliers d'Américains étaient passés derrière les barreaux pendant la lutte pour les droits civiques ou contre la guerre du Vietnam. Ils avaient connu le système carcéral et pouvaient difficilement oublier cette expérience. Il y avait là l'opportunité pour les prisonniers de briser le long isolement et de trouver du soutien dans la communauté. Le mouvement ne faisait que commencer au milieu des années 1970. Ce fut donc bien l'époque de toutes les révoltes, celle des femmes confinées dans leur foyer, celle des prisonniers, ces êtres invisibles enfermés derrière les barreaux, mais la plus grande des surprises restait à venir. On se rassurait à l'idée que les premiers occupants du continent, après avoir été refoulés et anéantis par l'envahisseur blanc, ne feraient plus jamais parler d'eux. Peu après la Noël 1898, l'armée américaine perpétra son dernier massacre collectif d'Indiens à Pine Ridge, Dakota, près de la rivière Wounded Knee. Sitting Bull, le grand chef Sioux, venait juste d'être assassiné par la police indienne à la solde des États-Unis et ce qui restait de son peuple avait trouvé refuge à Pine Ridge. 120 hommes et 230 femmes et enfants, cernés par la cavalerie américaine armée de 2 canons, pouvant expédier des obus à plus de 3 km et placés en surplomb du campement indien. Lorsque les soldats ordonnèrent aux Indiens de rendre les armes, un Sioux répondit par un coup de fusil. Les soldats se déchaînèrent et les canons situés sur la colline tirèrent sur les tipis, faisant entre 2 et 300 morts. Les 25 morts américains de Wounded Knee furent sans doute pour la plupart tués par leur propre camp, les Indiens ne possédant que quelques fusils. Les tribus indiennes battues, soumises, affamées, avaient été réparties sur des réserves où elles vivaient dans une pauvreté totale.
En 1887, la loi de parcellisation des terres tribales avait voulu détruire le système des réserves en distribuant à titre individuel de petites parcelles de terre aux Indiens afin d'en faire des petits fermiers américains type. Mais la plupart de ces parcelles finirent entre les mains de spéculateurs blancs et les réserves furent finalement maintenues. Pendant le New Deal, cependant, avec John Collier, un véritable ami des Indiens, à la tête du bureau des affaires indiennes, on avait tenté de restaurer l'organisation traditionnelle. Au cours des décennies suivantes, on ne constata pourtant pas de changements radicaux. La plupart des Indiens demeurèrent sur les réserves misérables que seuls, et en grand nombre, les jeunes quittaient. Un anthropologue indien déclarait « Une réserve indienne est le système colonial le plus parfait que je connaisse au monde ». Un temps, la disparition ou l'assimilation complète des Indiens avait semblé inévitable. Au début du XXe siècle, sur le million d'Indiens qui vivaient à l'origine sur ce qui deviendrait le territoire des États-Unis, il ne restait plus que 300 000 individus. Mais la population recommença à croître comme une plante qui refuse de mourir. En 1960, on comptait environ 800 000 Indiens, dont une moitié vivait sur les réserves et l'autre dans les différentes villes du pays. Les autobiographies écrites par les Indiens prouvaient leur refus de se laisser absorber par la culture des Blancs. L'un d'entre eux écrivit « En effet, je suis allé dans les écoles des Blancs. J'ai appris à lire dans leurs livres, leurs journaux et leurs bibles. Mais au bout du compte, je pensais que cela ne suffisait pas. Les peuples civilisés dépendent trop de tous ces papiers écrits par la main de l'homme. Alors je me suis tourné vers le livre du Grand Esprit qui concerne toute la création. » Sun Chief, un Indien Hopi, déclarait pour sa part « J'ai appris de nombreux mots anglais, je pourrais réciter une partie des 10 commandements. Je savais comment dormir dans un lit, prier Jésus, me peigner les cheveux, manger avec un couteau, utiliser les toilettes. J'ai aussi appris que les gens pensent avec leur tête plutôt qu'avec leur cœur. » Chief Luther Standing Beer écrivit en 1933 dans son autobiographie « From the Land of the Spotted Eagle ». C'est vrai. L'homme blanc a apporté de grands progrès, mais si les fruits de sa civilisation brillent de mille feux et sont terriblement désirables, ils n'en sont pas moins empoisonnés et mortels. Et si le rôle d'une civilisation est de mutiler, voler et s'opposer à autrui, alors où est le progrès ? Laissez-moi penser que l'homme assis sur le sol de son tipi, méditant sur la vie, acceptant la nature de toute chose et assumant son unité avec l'univers, incorporait en lui la véritable essence de la civilisation. Au moment même où se développaient dans les années 1960 les mouvements en faveur des droits civiques et le militantisme pacifiste, les Indiens rassemblaient leurs forces pour résister, travaillaient à changer leurs conditions de vie et s'organisaient en conséquence. En 1961, 500 responsables indiens issus des réserves et des villes se réunirent à Chicago. Lors de cette réunion, on naquit le National Indian Youth Council, rassemblement de jeunes Indiens fréquentant les universités. Mel Tom, un Paiute, premier président de ce conseil, écrivit « Du côté indien, on assiste à un regain d'activisme. On se dispute, on rit, on chante et parfois même on tente de s'organiser. Les Indiens se mettent à penser que leur cause est juste et ils reprennent courage. La lutte continue. Les Indiens se réunissent pour discuter de leur avenir. » À la même époque, les Indiens se mirent à soulever une question délicate pour le gouvernement américain, celle des traités dans Custer Deed for Your Sins, livre qui eut un certain succès en 1969. Vine Deloria Jr. faisait remarquer que le président Lyndon Johnson invoquait souvent les engagements de l'Amérique et que Nixon reprochait aux Russes de ne pas respecter les traités. Deloria nous apprend que les Indiens se tordent de rire lorsqu'ils entendent ce genre de choses. Les gouvernements américains avaient signé plus de 400 traités avec les Indiens et les avaient tous violés, sans exception. Sous George Washington, par exemple, un traité avait été signé avec les Iroquois de New York. Les États-Unis reconnaissaient que toutes les terres comprises entre les frontières susnommées sont la propriété de la nation Sénéca. Mais au début des années 1960, sous Kennedy, les États-Unis ignorèrent ce traité pour construire un barrage sur ces terres, inondant la majeure partie de la réserve Sénéca. La résistance s'organisait à travers tout le pays. Dans l'État de Washington, un autre traité confisquait leurs terres aux Indiens en leur laissant seulement des droits de pêche. Cette décision fut très impopulaire au sein de la population blanche de la région qui désirait que ces droits de pêche lui soient exclusivement réservés.
En 1964, après que les tribunaux de l'État eurent interdit certaines zones de pêche aux Indiens, ces derniers organisèrent des fish-in sur la Nisqually River en dépit des décisions de justice et allèrent en prison dans l'espoir de rendre leur cause publique. L'année suivante, un juge local décréta que la tribu Puyallup n'existait pas et que ses membres ne pouvaient plus pêcher dans la rivière qui portait pourtant leur nom, la Puyallup River. Les policiers s'en prirent au groupe de pêcheurs indiens en détruisant bateaux et filets et en maltraitant les individus. 7 Indiens furent arrêtés. En 1968, la Cour suprême reconnaissait les droits des Indiens selon les termes du traité, mais précisait néanmoins qu'un État était en droit de réglementer la pêche dans la mesure où il n'y avait pas de discrimination contre les Indiens. L'État confirma sa décision et les arrestations de pêcheurs indiens se poursuivirent. Ce faisant, l'État de Washington se comportait à l'égard des décisions de la Cour suprême comme les Blancs du Sud l'avaient fait pendant de nombreuses années à l'égard du 14e amendement sur la citoyenneté, en l'ignorant totalement. Manifestations, opérations policières et arrestations se poursuivirent jusqu'au début des années 1970. Certains Indiens impliqués dans ces fish-in étaient également des anciens du Vietnam. Parmi eux, Sid Miles, arrêté lors d'un fish-in à Frank's Landing sur la Nisqually River le 13 octobre 1968. Il déclara ceci : « Je suis indien Yakima et Cherokee, et je suis un homme. Pendant 2 ans et quelques mois, j'ai été soldat des États-Unis. J'ai combattu au Vietnam jusqu'à que j'y sois gravement blessé. Je renonce ici à tout service ou engagement futur dans les rangs de l'armée des États-Unis. Mon premier devoir est désormais de me tenir auprès des peuples indiens qui luttent pour le respect du traité autorisant la pêche dans les eaux traditionnelles des rivières Nisqually, Columbia et autres, et de les soutenir dans leurs combats autant que je le peux. Ma décision s'appuie sur le fait que, bien que des pêcheurs indiens soient morts au Vietnam, des pêcheurs indiens vivent ici sans protection et sont continuellement victimes d'agressions. Il y a 3 ans, jour pour jour, le 13 octobre 1965, à Frank's Landing, sur la rivière Nisqually, 19 femmes et enfants ont été victimes des violences commises par 45 agents armés de l'État de Washington au cours d'une opération lâche et pernicieuse. Rappelons que le plus vieux squelette humain jamais découvert dans l'hémisphère occidental l'a été récemment sur les rives de la Columbia River. Ce sont les restes d'un pêcheur indien. Par quelle aberration un gouvernement ou une société peuvent-ils consacrer des millions de dollars à collecter nos ossements, à reconstituer la vie de nos ancêtres ou à protéger les plus vieux témoignages de notre culture millénaire du moindre dommage et en même temps exploiter notre peuple vivant ? Nous nous battrons pour nos droits. Les Indiens se défendaient non seulement physiquement mais également avec les armes fournies par la culture des Blancs, les mots, les journaux, les livres. En 1968, les membres de la nation Mohawk d'Akwesasne sur le Saint-Laurent lancèrent un excellent journal, les Akwesasne Notes, avec des informations et de la poésie, le tout habité d'un remarquable esprit combatif et, ce qui ne gâtait rien, d'un sens certain de l'humour. Vine Deloria Jr. y écrivait : « Il m'arrive d'être surpris par le mode de pensée des non-indiens. J'étais à Cleveland l'an dernier et je discutais de l'histoire américaine avec un non-indien. Il me dit qu'il était réellement désolé pour tout ce qui était arrivé aux Indiens, mais qu'il y avait de bonnes raisons à cela. Le continent devait se développer, et les Indiens se trouvant au travers de la route, il avait fallu les déplacer. Après tout, me disait-il, qu'avez-vous fait de cette terre quand elle vous appartenait ? Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que j'apprenne plus tard que la rivière Cuyahoga, qui traverse Cleveland, était inflammable. De si grandes quantités de produits polluants y sont déversés que les habitants de Cleveland doivent prendre garde en été de ne pas y mettre le feu. Songeant aux propos de mon ami non-indien, je me rangeai à son avis. Les Blancs avaient fait un formidable usage de cette terre. Combien d'Indiens en effet auraient imaginé rendre les rivières inflammables ? Le 9 novembre 1969, un événement spectaculaire attira l'attention sur les revendications des Indiens comme aucun autre ne l'avait fait auparavant. Il fit l'effet d'une bombe et annonça au monde entier que les Indiens étaient toujours vivants et bien décidés à se battre pour défendre leurs droits. Ce jour-là, avant l'aube, 78 Indiens débarquèrent sur l'île d'Alcatraz, dans la baie de San Francisco, pour investir les lieux. Alcatraz était une prison fédérale abandonnée, un lieu terrible et maudit surnommé The Rock. En 1964, déjà, une poignée de jeunes Indiens l'avaient occupé pour y établir une université indienne, mais ils avaient été expulsés et personne n'en avait rien su. Cette fois-ci, ce fut différent. Le groupe était emmené par Richard Wax,
un Mohawk qui dirigeait le département des études indiennes au Collège d'État de Chicago, et par Grace Thorpe, une indienne, Sac et Fox, fille de Jim Thorpe, le fameux footballeur et athlète olympique indien. D'autres Indiens se joignirent au groupe d'origine et, fin novembre, quelques 600 Indiens, représentant 50 tribus différentes, vivaient à Alcatraz. Ils se baptisèrent Indiens de toutes les tribus et firent une déclaration publique intitulée « Nous tenons The Rock ». Ils y proposaient d'acheter Alcatraz avec des perles de verre et des chiffons de toile rouge comme les Blancs l'avaient fait pour Manhattan environ 3 siècles auparavant. Ils ajoutaient « Nous pensons que cette île que vous appelez Alcatraz est idéale pour recevoir une réserve indienne telle que les Blancs la conçoivent. En fait, nous pensons que cet endroit présente déjà toutes les caractéristiques des réserves indiennes. 1. Elle est éloignée de tout service et n'est desservie par aucun moyen de transport adéquat. 2. Il n'y a pas d'eau courante. 3. Les services sanitaires sont défectueux. 4. Pas de pétrole ou de minerais. 5. Pas d'industrie et donc un chômage très élevé. 6. Aucun service de santé. 7. Le sol est rocheux, impropre à toute culture et il n'y a pas de gibier. 8. Pas d'équipement scolaire. 9. Il y a toujours eu surpopulation dans cette île. 10. La population a toujours été considérée comme prisonnière et tenue dans une totale dépendance des autres. Ils annoncèrent qu'ils feraient de l'île un centre d'études indiennes pour l'écologie. Nous nous consacrerons à dépolluer les eaux et l'atmosphère de la baie de San Francisco, ainsi qu'à y restaurer la faune aquatique. Au cours des mois suivants, le gouvernement fit couper les lignes téléphoniques, l'électricité et l'eau sur l'île d'Alcatraz. De nombreux Indiens durent quitter l'île, mais d'autres insistèrent pour y rester. 1 an plus tard, ils y étaient encore et adressaient un message à leurs frères et sœurs de toute race et de tout langage qui vivent à la surface de notre mer, la Terre. Nous continuons de tenir l'île d'Alcatraz au nom de la liberté, de la justice et de l'égalité parce que vous, frères et sœurs de cette terre, nous avez soutenus dans notre juste cause. Nous tendons nos mains et notre cœur vers vous et adressons à chacun d'entre vous des messages par l'esprit. Nous tenons The Rock. Nous savons que la violence engendre plus de violence encore. C'est pour cela que notre occupation d'Alcatraz est pacifiste et que nous espérons que le gouvernement américain se conduira pacifiquement envers nous. Nous sommes un peuple fier. Nous sommes les Indiens. Nous avons observé puis rejeté la plupart de ce que peut offrir la prétendue civilisation. Nous sommes les Indiens. Nous préserverons notre mode de vie et nos traditions en les communiquant à nos propres enfants. Nous sommes les Indiens. Nous joindrons nos mains en une union inconnue jusqu'alors. Nous sommes les Indiens. Notre mère, la terre, attend que nous parlions. Nous sommes les Indiens de toutes les tribus. Nous tenons The Rock. 6 mois plus tard, les forces fédérales prenaient l'île d'assaut et expulsaient les Indiens qui y étaient installés. On avait également imaginé qu'on n'entendrait plus jamais parler des Navarros. Au milieu des années 1880, les soldats américains commandés par Kit Carson avaient incendié des villages Navarros, détruit les récoltes et expulsé les Indiens de leurs terres. Pourtant, les Navarros, de la Black Mesa, au Nouveau-Mexique, n'avaient jamais fait leur soumission. À la fin des années 1960, la compagnie des Charbons Peabody commença à forer sur leurs terres au nom d'un prétendu contrat signé avec certains d'entre eux. On pensa aussitôt au traité antérieur signé avec les Indiens pour mieux les expulser de leurs terres. 130 Navarros se rassemblèrent au printemps 1969 pour affirmer que ces mines allaient polluer l'eau et l'atmosphère, détruire les pâturages des troupeaux et épuiser les maigres ressources en eau potable. Une jeune femme qui brandissait une brochure publicitaire produite par Peabody représentant des lacs pour la pêche, des terres riches et des arbres déclara « Nous n'aurons rien de tout ce que vous pouvez voir sur ces photos. À quoi ressemblera le futur pour nos enfants et les enfants de nos enfants ?» Un Navarro très âgé qui avait participé à l'organisation de la manifestation affirmait « Les monstres de Peabody creusent dans le cœur de notre mère la terre, de notre montagne sacrée, et nous en ressentons la douleur. Cela fait des années que je vis ici et je ne suis pas prêt d'en partir. » Les Indiens Hopi subissaient également les activités de la compagnie Peabody. Ils protestèrent auprès du président Nixon. Aujourd'hui, les terres sacrées sur lesquelles vivent les Hopis ont été profanées par des hommes qui cherchent du charbon et de l'eau sur notre sol dans le seul but de fournir de l'énergie aux villes de l'homme blanc. Le grand esprit a commandé de ne pas prendre à la terre, de ne pas détruire les êtres vivants. Il disait aussi que si une calebasse emplie de cendres tombait sur le sol, une foule de personnes trouverait la mort et que la vie ne serait jamais plus la même.
Nous pensons que c'est cela qui s'est produit avec les bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Nous ne voulons pas que cela arrive encore à d'autres pays et à d'autres peuples. Au contraire, nous devrions utiliser toute cette énergie à des fins pacifiques et non pour la guerre. À l'automne 1970, une revue intitulée La Raza, l'une des innombrables publications locales nées au cours de ces années d'activisme et qui offrait des informations négligées par les médias traditionnels, donna des nouvelles des Indiens de la Pit River au nord de la Californie. Une soixantaine de ces Indiens occupaient des terres qu'ils revendiquaient comme leurs. Ils s'opposèrent aux services forestiers quand il leur fut ordonné de quitter les lieux. L'un d'eux, Daryl B. Wilson, se souvint plus tard. Alors que les flammes orangées dansaient, donnant vie aux arbres, que le froid se glissait hors des ténèbres pour lutter avec le crépitement du feu et que notre respiration se transformait en buée, nous avons pris la parole. Ils demandèrent au gouvernement quel traité l'autorisait à se saisir de cette terre. Il n'y en avait pas. Les Indiens invoquèrent un statut fédéral, entre parenthèses 25 USCA 194, selon lequel, lorsqu'une dispute a lieu entre un blanc et un Indien, la charge de la preuve incombe au blanc. Ils avaient construit une cabane. Le responsable de la police locale leur dit qu'elle était affreuse et qu'elle déparait le paysage. Wilson écrivit par la suite « Le monde entier pourrit. L'eau est empoisonnée, l'air pollué, la politique corrompue, la terre est bouffée de l'intérieur, la forêt pillée, les rivages défigurés, les villes incendiées, les vies des gens détruites. Et les fédéraux ont passé presque tout le mois d'octobre à nous dire que notre cabane était affreuse. Pour nous, elle était très belle. C'était le début de notre école, notre lieu de rassemblement, un abri pour ceux qui n'en avaient pas, un sanctuaire pour ceux qui avaient besoin de repos. C'était notre église, notre quartier général, le symbole de notre accession à la liberté. D'ailleurs, elle est toujours debout. C'était aussi le foyer de la renaissance de notre culture, abattue, diluée, mise en pièces. C'était notre soleil, levant au matin d'un jour de printemps quand le ciel est sans nuages. Il était bon et doux à notre cœur de la regarder, ce petit lieu sur la terre, notre lieu. Finalement, on fit venir 150 policiers avec mitrailleuses, fusils, revolvers, matraques, chiens, chaînes et menottes. Les vieux avaient peur, les jeunes se sont opposés avec bravoure, les enfants étaient comme de jeunes daims qui auraient été frappés par la foudre. Les cœurs battaient très fort, comme lorsqu'on a couru à perdre haleine sous le soleil d'été. Les policiers se mirent à jouer de la matraque et le sang ne tarda pas à couler. Wilson s'agrippa à l'une des matraques et fut traîné par terre, puis menotté. Tandis qu'il était maintenu face contre terre, il reçut plusieurs coups à la tête. Un homme de 66 ans fut roué de coups jusqu'à perdre conscience. Un journaliste blanc fut arrêté et sa femme battue. Ils furent ensuite emmenés dans les fourgons de la police et accusés d'avoir agressé des agents fédéraux et abattu des arbres. On se garda bien de les accuser d'avoir pénétré sur les terres par effraction afin de ne pas soulever le problème de la propriété des terres. Après cet épisode, les manifestations indiennes se poursuivirent. Ceux qui avaient servi au Vietnam se mirent à établir un lien entre les deux situations. Lors des Winter Soldiers Investigations de Détroit, au cours desquelles les vétérans du Vietnam étaient venus témoigner de leur expérience, Evan Haney, un Indien Oklahoma, déclara « Les Indiens ont subi le même genre de massacre il y a un siècle. Des armes biologiques ont été utilisées à cette époque. Ils donnaient des couvertures contaminées par la variole aux Indiens. J'ai appris à connaître le peuple vietnamien et je me suis aperçu qu'il était comme nous. Nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes en même temps que la planète. Toute ma vie, j'ai connu le racisme. Lorsque j'étais enfant et que je regardais les films de cow-boys, c'est la cavalerie que j'admirais, pas les Indiens. C'est aussi grave que cela. Mon autodestruction allait jusque-là. 50% des enfants de l'école du patelin où j'habitais dans l'Oklahoma étaient des Indiens, mais l'école, la télé ou la radio ne parlaient jamais de la culture indienne. Il n'y avait pas de livre sur l'histoire des Indiens. Pas même à la bibliothèque. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à lire et à apprendre sur ma propre culture. J'ai compris que le peuple indien avait connu une grande joie à Alcatraz ou à Washington pour défendre son droit de pêche. Enfin, ils se sentaient des êtres humains. Les Indiens se mirent alors à lutter contre leur autodestruction, contre l'annihilation de leur culture. En 1969, lors de la première convention des universitaires amérindiens, ils exprimèrent leur indignation devant le traitement insultant, voire tout simplement inexistant, réservé aux Indiens dans les manuels d'histoire des écoles primaires américaines. Cette année-là fut créée l'Indian Historian Press.
Elle évalua quelques 400 manuels de l'école primaire et du collège et n'en trouva aucun qui traçât un portrait fidèle de l'Indien. Ce fut précisément dans les écoles que la contre-attaque se mit en place. Début 1971, 45 étudiants indiens de la Coppers Valley School de Glen Allen, Alaska, adressèrent un courrier à leurs représentants au Congrès pour exprimer leur refus de la construction d'un pipeline à travers l'Alaska, projet aussi ruineux écologiquement que menaçant pour la paix, la tranquillité et la sécurité de l'Alaska. D'autres Américains se mirent à s'intéresser au projet et à questionner leur propre culture à ce sujet. Les premiers films essayant de rendre justice à l'histoire des Indiens datent de cette époque. L'un d'entre eux, Little Big Man, était une adaptation d'un roman de Thomas Berger. De plus en plus de livres parurent sur l'histoire indienne, au point de donner naissance à un domaine de recherche à part entière. Les professeurs, devenus méfiants à l'égard des vieux stéréotypes, jetèrent les anciens manuels aux orties et travaillèrent à partir de ces nouveaux matériaux. Au printemps 1977, une enseignante new-yorkaise, Jane Califf, fit une expérience avec ses élèves. Elle apporta en classe les manuels traditionnels concernant les Indiens et demanda aux élèves d'en pointer les stéréotypes. Elle lisait ensuite des auteurs indiens et des articles publiés dans les Akwesasne Notes et collait des affiches protestataires dans la classe. Les enfants écrivirent alors une lettre aux éditeurs des livres qu'ils avaient pu lire. Par exemple, « Cher monsieur, je n'aime pas votre livre intitulé The Cruise of Christopher Columbus. Je ne l'aime pas parce que vous dites des choses sur les Indiens qui ne sont pas vraies. Il y a une autre chose que je n'ai pas aimée en page 69 de votre livre. On y dit que Christophe Colomb invita des Indiens à se rendre en Espagne alors qu'en réalité, il les avait enlevés. Sincèrement vôtre, Raymond Miranda. » En 1970, pendant Thanksgiving, commémoration annuelle de l'arrivée des pères pèlerins, les autorités décidèrent de faire quelque chose d'un peu différent. Inviter un Indien, Frank James, un Indien Wampanoag, à faire le discours de célébration. Quand les responsables de la célébration virent le discours qu'ils s'apprêtaient à prononcer, ils le refusèrent. Ce discours qu'on n'entendit donc pas à Plymouth, Massachusetts, disait entre autres « L'intégralité du texte se trouve dans le recueil Chronicles of American Indian Protest. Je m'adresse à vous en tant qu'homme, en tant qu'Indien Wampanoag. C'est avec un sentiment mitigé que je me trouve ici pour vous communiquer mes impressions. Les pèlerins venaient juste d'aborder au rivage du Cap Cod 4 jours auparavant, lorsqu'ils pillèrent les tombes de mes ancêtres, volèrent leur maïs et leur blé. Notre esprit refuse de mourir. Hier, nous marchions le long des sentiers dans les forêts et sur les dunes. Aujourd'hui, c'est sur le macadam des routes et des autoroutes que nous avançons. Nous sommes pourtant ensemble. Nous n'habitons plus nos wigwams, mais dans vos tipis en béton. Nous nous tenons debout et fiers, et avant que ne passe trop de lune, nous aurons redressé les torts que nous vous avons autorisés à nous faire. Pour les Indiens, il n'y a jamais eu de distinction bien claire entre prose et poésie. Lorsqu'un étudiant indien du Nouveau-Mexique fut félicité pour la qualité de sa poésie, il déclara « Dans ma tribu, les poètes n'existent pas. Tout le monde s'exprime en poèmes. Il existe pourtant des poèmes indiens, tels ceux recueillis dans The Last American de William Brandon et dans The Way de Shirley Hill et Stan Steiner. À commencer par un poème de printemps. Comme mon regard court à travers la prairie, je sens le soleil du printemps. Ou bien encore Snow the Last de Joseph Concha. La neige vient la dernière et apporte le calme à chose. Et cet autre écrit par un groupe d'élèves au cours d'un programme spécial Navarros dans les années 1940 et intitulé « Sûrement pas ». La réserve Navarro, un lieu isolé? Sûrement pas. Le ciel y est lumineux, clair, bleu ou gris lorsqu'il pleut. Chaque jour est un bienfait de la nature. Ce n'est sûrement pas un lieu isolé. La maison Navarro, sombre et petite? Sûrement pas. À l'intérieur, on y trouve l'amour, la joie de vivre et de longues discussions. Mais mieux encore, c'est chez nous la porte toujours ouverte et de la place pour tous. Un château n'en offrirait pas plus. En février 1973 eut lieu une formidable démonstration du renouveau de vitalité des Indiens d'Amérique du Nord. Sur les lieux mêmes du massacre de 1890, la réserve de Pine Ridge, plusieurs centaines de Sioux,
Oglala et de sympathisants de la cause indienne se rendirent au village de Wounded Knee et l'occupèrent pour exiger qu'on reconnaisse leurs droits et leurs terres. L'histoire de cet événement est racontée dans un livre assez rare publié par les Akwesasne Notes en 1973, Voice from Wounded Knee. Dans les années 1970, 54% des hommes adultes de la réserve de Pine Ridge étaient au chômage. Un tiers des familles vivaient d'allocations ou de pensions. L'alcoolisme et le suicide y régnaient. L'espérance de vie d'un Sioux Oglala était alors de 46 ans. Juste avant l'occupation de Wounded Knee, des actes de violence avaient eu lieu à Custer. Un Indien du nom de Wesley Bad Hurst Bull avait été tué par un garagiste blanc. L'homme avait été relâché contre $5 000 et accusé d'homicide involontaire. Il risquait donc une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Un rassemblement d'Indiens décidés à protester contre cette décision se finit en affrontement avec la police. La mère de la victime, Sarah Bad Hurst Bull, fut arrêtée à cette occasion et risquait d'être condamnée à une trentaine d'années de prison. Le 27 février 1973, près de 300 Sioux Oglala, pour la plupart militants du tout récent American Indian Movement, entre parenthèses AIM, investirent le village de Wounded Knee et annoncèrent la libération de ce territoire. Helen Moff Camp raconta plus tard. Nous avions décidé que nous avions besoin de l'appui de l'AIM ici parce que nos hommes avaient peur. Ils ne voulaient pas y aller. Ce sont les femmes et les enfants qui sortaient le plus souvent pour prendre la parole. En quelques heures, plus de 2000 agents du FBI, des policiers fédéraux et des représentants du Bureau des Affaires indiennes cernèrent la ville et organisèrent un blocus. Ils avaient des véhicules blindés, des fusils automatiques, des mitrailleuses, des lance-grenades et des lacrymogènes. Les tirs commencèrent. 3 semaines plus tard, Gladys Bissonnette témoignait. Depuis que nous sommes à Wounded Knee, on n'a pas cessé de nous tirer dessus et toujours à la nuit tombée. Mais c'est la nuit dernière que ça a été le plus dur. Le grand esprit doit être avec nous car il n'y a eu aucun blessé. Une nuit, il a fallu courir sous un véritable déluge de balles. Nous tiendrons jusqu'à ce que nous soyons reconnus en tant que nation, la nation des Sioux Oglala. Une fois le siège organisé, la nourriture se fit rare. Des Indiens du Michigan affrétèrent un avion de ravitaillement qui atterrit directement à l'intérieur du campement. Le jour suivant, le FBI arrêta le pilote de l'avion et le médecin du Michigan qui l'avait loué. Au Nevada, 11 Indiens furent arrêtés pour avoir collecté de la nourriture, des vêtements et des médicaments pour les assiégés du Dakota du Sud. Mi-avril, 3 autres avions larguèrent du ravitaillement. Quand les gens voulurent ramasser les vivres, un hélicoptère du gouvernement se mit à leur tirer dessus à la lumière des projecteurs. Frank Clearwater, un Indien qui se reposait dans une église, fut blessé par une balle. Sa femme l'accompagna à l'hôpital, puis fut arrêté et emprisonné. Clearwater mourut peu après. Il y eut d'autres coups de feu et un autre mort. Finalement, une paix négociée fut signée. Les deux camps acceptèrent de désarmer. Les Indiens avaient refusé de jeter leurs armes tant que les forces armées les encerclaient, se souvenant sans doute du massacre de 1890. Le gouvernement américain promit d'enquêter sur les affaires indiennes et de nommer une commission présidentielle pour réexaminer le traité de 1868. Le siège prit fin. 120 occupants indiens furent arrêtés. Le gouvernement américain déclara ensuite qu'il avait étudié le traité de 1868. Il était en effet toujours valide, mais n'en tombait pas moins sous le coup du principe de l'utilité publique selon lequel, en dernier ressort, toutes les terres américaines relèvent du gouvernement américain. Les Indiens avaient résisté 71 jours, instaurant une remarquable communauté au sein du territoire assiégé. On avait organisé des cantines communautaires ainsi qu'un service de santé et un hôpital. Un Navarro, vétéran du Vietnam, affirmait que le calme des gens était réellement stupéfiant étant donné qu'on nous tirait dessus sans arrêt. Mais il restait parce qu'ils avaient une cause à défendre. C'est pour ça qu'on a perdu au Vietnam, parce que la cause était mauvaise. On a fait une guerre de riches pour les riches. À Wounded Knee, on a fait du bon boulot et le moral était bon. On continuait à rigoler malgré tout. Des messages de soutien arrivaient d'Australie, de Finlande, d'Italie, du Japon et d'Angleterre. Un message adressé par certains des anciens d'Attica, parmi lesquels 2 Indiens. Vous vous battez pour notre mère la terre et ses enfants. Notre esprit est à vos côtés. Wallace Black Elk répondit. Notre petit Wounded Knee est devenu un gigantesque monde. Après Wounded Knee, et en dépit des morts, des procès, de l'intervention de la police et des tribunaux pour briser le mouvement, l'activisme indien se poursuivit.
Au sein de la communauté Akwesasne elle-même, qui publiait les Akwesasne Notes, les Indiens avaient toujours insisté sur le fait que leur territoire était inviolable et que la loi des Blancs ne s'y exerçait pas. Un jour, un policier de l'État de New York dressa 3 procès-verbaux à l'encontre d'un camionneur Mohawk. Un conseil de la communauté indienne rencontra le lieutenant de police. Ce dernier déclara tout d'abord qu'il était de son devoir d'obéir aux ordres et de dresser des contraventions, y compris sur le territoire Akwesasne. Pourtant, il semblait disposé à se montrer conciliant. Finalement, il accepta de ne plus arrêter d'Indiens sur les territoires Akwesasne, ni en dehors, sans d'abord en référer au conseil Mohawk. Ensuite, le lieutenant s'assit par terre et alluma un cigare. Le chef indien, Joa Kiso, homme d'une rare dignité aux longs cheveux, se dressa et demanda au lieutenant avec le plus grand sérieux. « J'ai encore une question à vous poser avant que vous ne partiez. Je veux savoir, ajouta-t-il en regardant le lieutenant droit dans les yeux, si vous n'avez pas un cigare en rab. » Tout le monde éclata de rire. Les Akwesasne Notes continuaient à paraître. À la fin de l'automne 1976, on pouvait y lire des poèmes qui reflétaient bien l'esprit du temps. Ila Abernathy écrivait par exemple: « Je suis l'herbe qui pousse et celui qui la coupe, je suis la saule et le fendeur de bois, le tisserand et le tissage, le saule et l'herbe unis. Je suis le gel sur la terre et la vie de la terre, la respiration et la bête, la pierre acérée et foulée. En moi la montagne vit et le hibou chasse, en eux je vis aussi. Je suis le frère jumeau du soleil, verseur de sang et sang versé. Je suis le daim et la mort du daim. Je suis le fardeau de votre conscience, connaissez-moi. » Un autre poème de Buffy Sainte-Marie. « Vous croyez que j'ai des visions parce que je suis indien, mais j'ai des visions parce qu'il y a des choses à voir. » Au cours de ces années 1970, il n'était pas question seulement de mouvements féministes, de prisonniers ou d'indiens. Il s'agissait également d'une révolte plus générale contre des conditions de vie oppressives, artificielles et jamais remises en question. Cette révolte touchait tous les aspects de la vie personnelle: la procréation, l'enfance, l'amour, le sexe, le mariage, les vêtements, la musique, l'art, le sport, le langage, la nourriture, le logement, la religion, la littérature, la mort ou la scolarité. Ce nouvel esprit, ces nouveaux comportements choquèrent de très nombreux Américains. Il y eut de très fortes tensions qu'on qualifiait parfois de conflits des générations, la jeune génération semblant se distinguer de l'ancienne dans son mode de vie. Mais au bout de quelque temps, on put se rendre compte que l'âge n'y était pas pour grand-chose. Certains jeunes restaient relativement stricts quand des individus d'âge moyen changeaient de comportement et que des personnes âgées se conduisaient de manière surprenante pour leurs semblables. Le comportement sexuel connut une révolution radicale. La vie sexuelle avant le mariage se mit à faire l'objet de discussions. Des hommes et des femmes vivaient ensemble en dehors du mariage et essayaient d'exprimer la situation par des phrases du type « Je voudrais vous présenter mon ami ». Les couples mariés discutaient ouvertement de leur aventure et ont publié des ouvrages sur le couple libre. On pouvait parler ouvertement, voire favorablement, de la masturbation. L'homosexualité n'était plus tabou. Gays et lesbiennes militaient contre la discrimination, pour une reconnaissance de la communauté homosexuelle et pour sortir de la honte et de l'isolement. Des décisions de justice levèrent la censure sur les livres érotiques et même pornographiques. Des livres apprenaient aux hommes et aux femmes à atteindre l'accomplissement sexuel. Les films n'hésitaient plus à montrer des corps nus, bien que l'industrie cinématographique, aussi soucieuse de préserver les principes que les profits, inventa une classification, R pour les films à public restreint et X pour les films interdits aux enfants. Le vocabulaire sexuel fit son entrée aussi bien dans les livres que dans la conversation quotidienne. Tout cela allait de pair avec les nouveaux modes de vie. Une vie de type communautaire vit le jour, en particulier chez les jeunes. Certains formèrent de véritables collectivités, avec mise en commun de l'argent et des décisions et création d'une communauté d'affection, d'intimité et de confiance, dont la plupart avaient surtout un caractère pratique, avec partage du loyer et divers degrés d'amitié et d'intimité. On ne s'étonna plus de voir les hommes cohabiter avec les femmes à 2, 3 ou plus, sans pour autant entretenir de relations sexuelles. Il y eut également des bouleversements dans le domaine des vêtements. Pour les femmes, il ne s'agissait après tout que de la continuation d'un mouvement régulier initié par les féministes et leur refus de se laisser enfermer dans des vêtements contraignants prétendument plus féminins.
de nombreuses femmes abandonnèrent le soutien-gorge. La fameuse gaine, qui tenait de l'uniforme dans les années 1940 et 1950, disparut presque totalement. Les jeunes femmes et hommes s'habillaient presque de la même manière, en jeans ou en surplus de l'armée américaine. Les hommes cessèrent de porter la cravate et les femmes, quel que soit leur âge, se mirent presque toutes au pantalon, comme en un hommage ultime à Amelia Bloomer. En musique, on assista à un renouveau de la protest song. Pete Seeger chantait déjà ce genre de chansons depuis les années 1940, mais il touchait désormais un public plus large et écrivait son propre répertoire. Bob Dylan et Joan Baez ne chantaient pas exclusivement des protest songs, mais également des chansons qui reflétaient les libertés nouvelles et la nouvelle culture. Ils devinrent rapidement de véritables idoles populaires. Malvina Reynolds, une femme d'âge moyen, écrivait et interprétait des chansons d'inspiration socialiste et libertaire, ainsi que des textes critiquant la culture consumériste de l'époque moderne. Les gens, chantait-elle, vivaient à présent dans de petites boîtes et en sortaient tous pareils. Quant à Bob Dylan, c'est un phénomène unique. Son répertoire se compose de formidables protest songs, de chansons plus personnelles exprimant l'esprit de liberté et de chansons intimes. Dans Master of War, il souhaite que les profiteurs de guerre meurent afin d'avoir le plaisir de suivre leur enterrement par un après-midi blafard. A Hard Rain's a Gonna Fall raconte les terribles événements des décennies précédentes, famine, guerre, larmes, eau polluée, prisons humides et sales. Avec With God on Our Side, il écrit une chanson pacifiste pleine d'amertume et, dans Only a Pawn in Their Game, il évoque l'assassin du militant noir Medgar Evers. Enfin, dans The Time They Are a Changin', il défie le passé et place tous ses espoirs en l'avenir. Le soutien apporté par certains catholiques au mouvement contre la guerre du Vietnam reflétait la révolte générale au sein de cette église qui, depuis si longtemps, servait de rempart au conservatisme et était intimement liée au racisme, au patriotisme et à la guerre. Quelques prêtres et religieuses renoncèrent au célibat et vécurent des expériences sexuelles. Ils se marièrent et eurent des enfants, parfois même sans se soucier de quitter officiellement l'église. Bien sûr, des millions de gens continuaient d'admirer Billy Graham et son courant de préservation du dogme traditionnel, mais plusieurs courants modernisateurs s'affrontaient désormais aux tenants de l'ordre catholique établi. On commençait également à soupçonner, de nouveau, que la seule recherche du profit motivait réellement les milieux d'affaires et qu'elle avait des conséquences terribles sur la qualité de l'environnement. On s'offusquait souvent, comme dans le livre de Jessica Mitford, The American Ray of Death, de l'industrie de la mort et de ses funérailles ruineuses avec leurs pierres tombales hors de prix. Parallèlement à cette perte générale de confiance dans le pouvoir des institutions, le monde des affaires, le gouvernement, la religion, le sentiment de confiance en soi s'accrut, que ce soit sous la forme de l'individualisme ou du communautarisme. Les experts en tout genre étaient considérés avec méfiance. On commençait à penser que les gens pouvaient décider eux-mêmes de leur mode d'alimentation, de leur mode de vie et de la meilleure façon de vivre. On pouvait aussi constater une méfiance certaine à l'égard de l'industrie pharmaceutique, des produits conservateurs, de la nourriture insipide et de la publicité. La démonstration scientifique de la nocivité du tabac était désormais si criante que le gouvernement finit par interdire sa publicité dans les médias. L'éducation traditionnelle fut également remise en question. Les écoles avaient inculqué à des générations d'élèves les vertus du patriotisme et de l'obéissance à l'autorité et avaient perpétué l'ignorance, sinon le mépris, à l'égard des autres nations, peuples et races, comme à l'égard des Amérindiens ou des femmes. Il ne s'agissait pas seulement de discuter le contenu de l'éducation, mais aussi la manière même d'enseigner, son formalisme, sa bureaucratie, son insistance sur la soumission à l'autorité. Bien sûr, cela n'ébranla pas le puissant système traditionnel de l'éducation nationale, mais on vit néanmoins apparaître une nouvelle génération d'enseignants et une nouvelle littérature sur la question. Jamais, dans toute l'histoire des États-Unis, une telle volonté de changement ne s'était exprimée sur une si courte période. Mais le système, au cours de ces 2 siècles d'existence, avait découvert et amélioré les moyens de conserver le contrôle de la population. La réaction eut lieu dès le milieu des années 1970.